Bien, ben, merci à tous. Donc, petite table ronde sur le thème que je vous reprécise. Comment définir précisément la construction en terre et terre stabilisée? Donc, c'est un peu les interventions de nos spécialistes présents. Quels sont les principaux freins normatifs et réglementaires? En tout cas, merci pour vos interventions. Je trouvais ça très pédagogique. Ça donne envie de retourner à l'école. Voilà. Donc, on attend un peu vos questions pour alimenter ce débat, compléter les informations que nous avons reçues. Bonjour à tous, Romain Técher, directeur technique en charge des mortiers spéciaux et de la prospection technique, donc construction alternative, au sein de PRB, donc produit du revêtement du bâtiment. Donc on est une société mortieriste. Moi j'avais une question, déjà je voulais vous remercier pour tout ce partage en fait des essais. Et, je sais la difficulté et les moyens financiers aussi, le temps qu'il faut pour réaliser toutes ces photos, tous ces graphes, toutes ces données pour avancer dans la filière terre crue. Moi, j'avais une question notamment pour avoir les informations sur des abacs, sur la réutilisation, c'est des données plus sur la nature des mortiers, notamment pour les essais de flexion ou même de cisaillement. Est-ce que vous avez travaillé sur des mortiers de recettes ou des mortiers performantiels, ou est-ce que sur les modes de rupture, on était plus sur des choses dans les briques, par exemple compressées, ou au niveau des interfaces? Voilà. Donc nous c'était un mortier, donc c'était le mortier cycloterre avec lequel on a travaillé. Donc c'est un mortier qui a été formulé en particulier par Amaco dans le cadre du projet cycloterre, et donc qui a été est-ce que c'est un mortier, c'est pas vraiment un mortier de recette. En fait, du coup, là, c'est le mortier de la fabrique, donc il est livré en sac. Voilà, c'était un peu la terre en sac, qui en parlait tout à l'heure. Donc, c'est pas un mortier de recette dans le sens où il n'est pas censé être fabriqué sur chantier. Alors, il est peut-être plus à rapprocher d'un mortier performantiel, puisqu'on le caractérise par sa résistance, en particulier sa résistance à la compression. Voilà. Et au niveau des modes de rupture, c'est surtout au niveau de l'interface entre la brique et le mortier qu'on a eu, qu'avait lieu la fissuration. Et donc justement, d'où les questions d'essayer d'améliorer cette interface dont je parlais pendant la présentation et qu'on espère pouvoir faire avec justement les essais de chantier. On passe à l'autre question. D'autres questions? Oui, bonjour, Erwan Amar, chercheur à l'Université Gustave Eiffel. J'avais en fait plutôt deux remarques. La première, ça concerne les ATEX. En fait, ce qu'on constate dans les comités d'ATEX, c'est que les gens qui les évaluent ne sont pas forcément bien formés à la construction en terre crue, voire pas du tout. Et comme tous les gens qui ne connaissent pas la terre crue, ils arrivent avec des a priori, ils ont peur. Et on se retrouve avec des niveaux d'exigence qui sont très importants. Alors ça, c'est entre guillemets, ça pose pas trop de problèmes. Le problème, c'est que au fur et à mesure qu'on pose des ATEX, on finit par répéter toujours les mêmes coefficients de sécurité, les mêmes seuils de résistance mécanique, qui sont très très sécuritaires et qui finissent par diffuser dans l'ensemble des CTP et qu'on retrouve un peu partout. Et en fait, à force de déposer toujours des ATEX, je pense que ça peut finir par poser problème. On va se retrouver avec des contraintes réglementaires très fortes et qui vont empêcher le bon développement de la filière terre crue, je pense. Donc, je ne critique pas du tout le fait d'avoir fait des ATEX. Je suis très clair là-dessus. C'était le meilleur outil pour cycloterre, il n'y a pas de difficulté. Mais je pense que ce serait bien qu'au sein de la profession, moi je suis chercheur, je ne suis pas dans la profession, il y ait une réflexion autour des ATEX et quelle stratégie de mettre en place de manière collective. Et la deuxième remarque que je voulais faire, donc je vais rebondir sur ce que tu as dit, Philippe, qui était très intéressant, c'était par rapport au fuseau granulométrique, c'était pour enfoncer le clou. J'en profite, en fait, il y a des articles scientifiques qui sont publiés depuis une dizaine d'années sur ce sujet-là, qui disent les choses très clairement, mais que personne ne lit. Comme moi je les lis, je vais me permettre de vous transcrire l'information, je profite de cette tribune.
En fait, il y a un consensus scientifique très clair autour du fait que les fuseaux granulométriques ne fonctionnent pas. C'est pas parce qu'une Terre est dans un fuseau qu'elle marche, c'est pas parce qu'elle est en dehors qu'elle ne fonctionne pas. Okay, donc en fait, n'utilisez pas les fuseaux granulométriques. Au mieux, vous allez vous priver d'un nombre important de terres qui pourraient plus convenir. Au pire, vous allez faire confiance à une terre qui ne va pas fonctionner. Il y a aussi des travaux des collègues d'Angletz qui ont montré que quand on a une terre qui est en dehors du fuseau granulométrique et qu'on la force à rentrer dans le fuseau granulométrique, on divise par 10 la résistance mécanique. Okay, donc ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc j'en profite pour dire, arrêtez de mettre des fuseaux granulométriques dans les CCTP, ça ne fonctionne pas, il y a d'autres choses. Voilà. Peut-être oui, on était en phase là-dessus. Je pense sur la question des ATEX et du CSTB, la démarche qu'on a, nous, pour les projets qu'on vous a montrés, il est d'essayer de ramener le lieu de décision au chantier, avec les différents intervenants qu'il va y avoir. Parce que chaque chantier a ses spécificités. On parle toujours de terre locale, mais en fait, une construction, c'est une terre, et puis c'est des gens qui vont travailler autour. En premier lieu, les maçons, les piseurs, ou évidemment les architectes, mais vous avez pas mal d'autres personnes, dont on fait partie, nous, les ingénieurs, avec plus ou moins d'importance en fonction des questions qu'il peut y avoir. Et pour moi, c'est un dialogue qu'il faut avoir, le dialogue dont parlait Pascal tout à l'heure, cette question de consensus. Alors, bon, on parle plutôt de consentement dans ma coopérative, après c'est des histoires de termes, mais d'arriver à ne pas être tous contre. C'est-à-dire on n'arrivera jamais à être tous d'accord, mais à trouver une solution qui fait que personne n'est contre. Et ben ça, elle se joue pour moi entre les personnes qui vont être responsables du chantier en premier lieu et qui vont être touchées en cas de sinistre concrètement. Donc en premier lieu, les piseurs, architectes et ingénieurs, et également le contrôleur technique, et ensuite s'entourer de labos. Les échanges qu'on a, nous, avec des labos, ils sont toujours très très riches dessus. Voilà, donc ça me semble une des voies qui semble intéressante. Et après, la voie qui est clairement pour la technique courante, c'est la question de la règle professionnelle. Parce que la règle professionnelle, en fait, on a vu que ça marchait dans la construction en paille. Il y a plein de discussions sur la construction en paille, mais c'était une filière qui était très neuve et qui finalement a réussi. C'est des techniques qui sont beaucoup plus simples aussi, beaucoup moins diverses que la terre crue. Et actuellement, on n'est que au R+2. Actuellement, on ne traite pas de l'ITE. Actuellement, on ne traite pas de la paille porteuse. Donc il y a des groupes qui travaillent là-dessus, mais c'est sûr que ça a ouvert beaucoup de choses en termes de techniques courantes. Je pense que... Voilà, après, l'historique, sans refaire l'historique, je pense que maîtriser un guide de bonne pratique, ou en tout cas faire évoluer des guides vers ce qu'on appelle une règle professionnelle qui, au niveau de l'assurance, fait rentrer ces techniques de terre crue dans la technique courante, donc dans quelque chose que l'assureur ne se pose pas de questions quand il assure. Je pense que c'est un enjeu important, et pas vouloir le prendre, pas vouloir saisir cette opportunité, c'est la laisser ailleurs, et c'est notamment la laisser aux ATEX. Et l'ATEX, moi j'irai un peu plus loin, c'est du brevetage, l'ATEX. Et là, on est en train de breveter quand même un certain nombre de savoir-faire. Et je trouve en même temps très bien toutes les démarches qu'il peut y avoir autour, parce que ça libère des horizons. Mais clairement, c'est du brevet, la TEX. Et en l'occurrence, c'est une technique innovante. La brique de terre comprimée, c'est une technique innovante. Mais attention à ne pas oublier les techniques qui sont plus vivantes. Voilà, c'était ce que j'ai essayé de faire passer dans mon intervention. Pour revenir peut-être sur cette question des ATEX, alors au niveau de la question, au niveau brevetage, je ne suis pas sûre de voir exactement. À partir de nous, c'est vrai que dans notre cas, justement, l'idée c'était de rendre ces ATEX au public, d'avoir que toutes les données soient utilisables par tout le monde, et de faciliter justement cette appropriation par les autres acteurs. Donc je ne suis pas sûre qu'on soit dans la logique de brevet, me semble un peu sévère. C'était pas, ça vous concerne, ouais, c'était pas vis-à-vis de vous. Hein. Mais après, c'est vrai que de toute façon, c'est une stratégie qui pose question. Nous, l'idée, c'était effectivement parce que les ATEX, je ne sais pas effectivement à quel point vous êtes familier avec ça, mais c'est censé
faciliter l'innovation et avoir aussi un caractère temporaire. Donc voilà, et malgré cela, en fait, c'est vrai qu'on nous demande des niveaux d'exigence qui sont, enfin, il y a des niveaux d'exigence dans les justifications qui sont très importants. Et c'est vrai que l'idée, selon nous, c'est plutôt effectivement de se dire, bah voilà, finalement, à chaque ATEX, on franchit une nouvelle marche et on va améliorer certains points. Mais effectivement, il ne faut pas qu'on tombe dans le travers de quelque chose qui a été inscrit dans un ATEX du passé, devient ne peut plus être remis en question. Donc là, c'est vrai que ça, c'est un dialogue qu'on a aussi avec le CSTB sur le fait que c'est pas parce qu'effectivement il y a quelque chose qui a été dit dans un ATEX précédent qu'il ne faut pas que ce soit remis en question, parce qu'entre-temps, il y a de la recherche, il y a des retours d'expérience, il y a des choses qui permettent d'améliorer certains points. Mais c'est vrai que c'est pas un dialogue qui est très facile. Ouais, je le reconnais, c'est un exercice qui est pas évident. Et voilà. Après, ça reste un outil qui est effectivement demandé par pas mal d'acteurs. Et qui, voilà. Après, nous, on fait plutôt le travail pédagogique, d'essayer d'expliquer au maximum ce qu'il y a dedans, quels choix ont été faits, et que les gens puissent réutiliser ce travail-là pour chacun de leurs projets. Parce qu'effectivement, quand on est dans un texte de type A, finalement, on va nous imposer de mettre un certain nombre de garde-fous pour que ce qu'on indique dedans soit sûr pour tout type de projets architecturaux, puisque justement les textes de type A, c'est pour tout type enfin tout type, pas exactement, mais pour différents types de construction. Et donc finalement, au sein de chaque projet, il y a des optimisations qui sont faisables en fonction des spécificités architecturales du projet. Donc l'idée, c'est vraiment qu'effectivement les gens puissent s'en emparer. Nous, on ne pousse pas du tout à ce que les différentes opérations à chaque fois je ne sais pas quel mot employer pour rester poli, mais enfin bon, s'inscrivent dans une démarche d'ATEX qui est effectivement assez fastidieuse, assez longue, assez coûteuse, mais c'est qu'effectivement ils arrivent à engager sur la base de ces documents-là des dialogues constructifs avec leur bureau de contrôle, et il y a justement ce passé de cette démarche d'ATEX en fait. Je précise quand même que ouais, je n'attaque pas du tout. Enfin, je trouve votre démarche vachement intéressante. Vous êtes en SIC, vous partagez, vous êtes beaucoup des travaux que vous faites. Enfin, moi, j'ai beaucoup échangé avec vous et c'était vachement intéressant. Je trouve que c'est une démarche, et vous utilisez la texte qui est quand même là pour développer la filière. Donc, je trouve ça intéressant. Je ne suis pas manichéen là-dessus, évidemment, hein, mais... On voit que les freins au développement de ces techniques-là sont assez anciens. On avance un petit peu. On voit aussi beaucoup de projets qui se réalisent. Hein, quand on voit les réalisations qui sont présentées. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à avancer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à débloquer? L'association Aster, c'est une association de professionnels. Beaucoup d'entre nous sont retrouvés bloqués sur un certain nombre de projets, que ce soit pour les problèmes d'incendie, pour les problèmes de résistance, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'on avance un peu pour ouvrir l'acceptabilité de ces matériaux? Je vais juste répondre sur en fait, le fait que les chantiers en fait, sont de plus en plus ambitieux. En fait. Il y a des questions qui ne se posaient pas du tout il y a 10-15 ans. Quoi. On restait beaucoup sur la rénovation, la terre crue était très marginale. Et en fait, au fur et à mesure des années, on a des projets de plus en plus ambitieux. Déjà, dès qu'on passe sur du neuf, de l'ERP, donc on l'a vu, l'école Myriam Makeba, il y a beaucoup. Et c'est là en fait où la barrière normative, réglementaire arrive. Et en fait, on est face à un vrai mur d'escalade qu'il faut franchir petit à petit. Quoi. Il faut effectivement tout justifier. Quoi. Pour revenir un petit peu sur les ATEX, hein, quand Erwan peut en témoigner, en fait, avant même que la réunion du comité d'ATEX commence et qu'on juge le dossier, on fait le procès d'abord de la terre crue. Quoi. Où on nous dit il n'y a pas de norme, celle qui existe elle est trop discriminante, vous laissez tout passer, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut une norme de mise en œuvre. En fait, il y a vraiment un vrai procès de la terre crue et il y a un gros travail à faire, parce qu'effectivement, on parle beaucoup du savoir-faire, mais il faut effectivement que ce savoir-faire et ces connaissances, elles aillent jusqu'au bureau de contrôle, hein, qui sont très craintifs quoi, sur tout. Quoi.
On a beau dire, mais non, mais vous inquiétez pas, là, sur cet ATEX, là, la brique, elle sera en intérieur, non soumise à intempéries. Ah oui, mais que se passe-t-il s'il y a une inondation, s'il se passe ci, s'il passe ça? Bon, la classique, hein, là, on a un gros orage, des gros grêlons, il n'y a plus de toit, qu'est-ce que le mur en terre crue devient, quoi. Et en fait, il faut tout rejustifier, quoi. C'est ça la grande difficulté, c'est qu'on a un matériau qui est beaucoup plus performant que du placo-plâtre ou des choses comme ça. Mais il faut tout redémontrer point par point. Et effectivement, c'est très compliqué. Et l'extrême, hein, c'est effectivement, comme Eugénie et Erwan l'ont indiqué, c'est qu'en fait, on a des ATEX qui deviennent des normes. Et en fait, là, le coefficient de sécurité, ça sera tout le temps celui-là, quoi. Et ça va être beaucoup plus difficile de diminuer ce coefficient de sécurité-là. Même chose pour la stabilisation, hein. Il y a des projets qui se font sur la stabilisation. On dit, dans quelques années, je vais faire en sorte de moins stabiliser, etc. Mais si en face, on a toujours des gens qui sont réfractaires à la terre crue, ils auront toujours dit, non, mais moi, je veux stabiliser, quoi. Vous débrouillez, je veux de la stabilisation. Et là, en fait, il y a un vrai débat à avoir et toujours un consensus, en fait. C'est comme on l'a dit ce matin, il ne faut pas opposer le pour et le contre, sinon on n'y arrivera jamais, en fait. On restera toujours sur un matériau relativement marginal, quoi. La terre crue a toute sa place à prendre comme vrai matériau. Effectivement, on ne fera jamais le viaduc du milieu en terre crue, c'est sûr. Mais il y a un matériau qui est là, qui est présent. Et effectivement, il faut que tout le monde soit également formé. Parce qu'aussi, on parle beaucoup de terres d'excavation. Et il y a des terres, elles ne sont pas bonnes, point, quoi. Il faut les laisser là, quoi. Il ne faut pas s'entêter à vouloir dire je vais l'utiliser et je vais en faire quelque chose. Si la terre elle est gonflante, tant pis, on la met de côté et on fait autre chose. Ou bien si elle est gonflante, on peut aussi un peu la stabiliser. Mais juste en fait, je vais peut-être compléter un petit peu par rapport à ce qu'il disait Erwan. Vous m'entendez ? Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'aujourd'hui, avec les ATEX, on est en train d'évaluer la terre par rapport à des produits qui existent sur le marché, qui sont le béton, et avec des gens qui ont cette connaissance-là, et qui n'ont pas forcément la connaissance de la terre. Je ne sais pas si c'était un peu ça. Et donc, l'idée, c'est qu'on cherche à évaluer la terre par rapport à des matériaux existants, sauf qu'elle ne se comporte pas pareil, elle n'a pas le même comportement, elle n'agit pas pareil. Et donc, on ne peut pas lui imposer non plus des règles strictes et limites comme ça. Comme par exemple le fuseau, je suis tout à fait d'accord, parce qu'il y a plein d'autres paramètres autres que la granulométrie pour un bon comportement de la terre. Donc, je pense que c'est intéressant aussi qu'on essaye juste pas de se focaliser sur un produit et juste faire des ATEX, c'était peut-être un peu ça le message, mais vraiment de travailler ensemble pour vraiment comprendre et que le fonctionnement et comment elle se comporte la terre soit un peu connu de tout le monde et non pas juste la performance d'un matériau et d'un produit qui est un peu évalué et comparé par rapport à du béton ou du parpaing ou autre. C'était un petit peu ça. Je voulais mettre juste un petit point positif dessus. Pour être un peu. Tout à l'heure, il parlait du gel-dégel dans les matériaux en terre et qu'on n'utilisait pas la technique qui est utilisée pour le béton, si j'ai bien compris, hein, c'est ça, qu'on avait fait évoluer pour l'appliquer à la terre. Moi, je me souviens de 2003, quand j'ai rencontré Nicolas Meunier, il était à ce moment en train de passer un ATEX pour faire le siège régional de Bretagne, à Rennes, pour Berger, donc un très gros projet en pisé. Et ils se sont fait beaucoup d'essais dessus. Et en fait, ça a été recalé pour une histoire de gel-dégel. Donc du pisé, du gel-dégel. On est dans des zones... Nous, on a beaucoup plus de problématiques de gel-dégel. Et donc, on avait vraiment une question d'essai qui n'était pas bon par rapport aux matériaux qu'on utilise. Donc, petit point positif, c'est de voir que voilà, dans la norme XP, on avance sur ces questions. Donc, moi, je pense que c'est plein de petites avancées, en fait. Ça percole dans la société, à la fois au niveau technique, sur chantier, sur... voilà. Des choses qui percolent, et chez les contrôleurs techniques également. On a 2 questions par là. Oui, bonjour, donc Alain Marcom. Alors là, ce matin, j'ai répondu en mon nom propre. Là, aujourd'hui, cet après-midi, je vais parler du nom de la Confédération de la construction en terre crue, à laquelle Aster est adhérente, et d'autres structures comme la Fédération française du bâtiment, la CAPEB, la Fédération des SCOP, Maison paysanne de France, et des structures régionales. Donc à l'intérieur de la Confédération de la construction en terre, on se pose beaucoup les questions relatives à la normalisation, etc. Et nous avons participé, Pascal le sait, à la norme XP 13901 sur les briques de terre. Et nous, ce qu'on a souhaité, c'était qu'on fasse la différence entre les briques dont la cohésion était essentiellement due
à du ciment ou à de la chaux, et celles dont la cohésion était due à de l'argile. On appelle briques de terre là où c'est l'argile qui fait la colle, et le reste, ça s'appelle briques de ciment et de terre, de chaux et de terre, de polymère et de terre, etc., etc. C'est-à-dire qu'on essaye de rendre à César ce qui est à César, et au dieu ciment ce qui est au dieu ciment. Donc ça, on ne l'a pas obtenu dans la norme. J'espère qu'on va pouvoir réouvrir ce chantier d'opérer du discernement dans les matériaux de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion. Il faut bien séparer. Alors tout à l'heure, on a vu du béton de terre coulée. C'est du béton de ciment, c'est pas du béton de terre. C'est pas parce qu'il y a un peu d'argile dedans que l'argile contribue à la solidité de l'affaire. C'est le ciment qui fait la solidité de ce truc. Et donc c'est du béton, de ciment, et éventuellement d'un peu de terre. Il faudrait nommer les choses le plus clairement possible, de façon à ce qu'on n'ait pas de confusion. Surtout qu'avec désormais la réglementation environnementale 2020, on va être obligé d'étudier un certain nombre de choses sur l'impact environnemental, et que s'il y a de la confusion sur les titres des techniques, évidemment, l'EFDES, ça va être un cirque pas possible, et on va arriver à des résultats complètement contradictoires. On a déjà beaucoup de peine à les séparer. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est sur la question des normes. Alors, donc la Confédération de la construction en terre a beaucoup contribué à l'élaboration du programme de recherche qu'on appelle le projet national terre, le PNTR, et entre autres, un des groupes de travail est en lien avec la QC, donc l'agence qualité construction, celle qui, on va dire, est le juge arbitre suprême sur la question de la normalisation et des règles professionnelles, etc. Et en fait, le problème qu'ils ont, eux, c'est qu'ils considèrent que, certes, aujourd'hui, ici, et sans doute dans l'ensemble de la France, il y a un certain nombre de professionnels, archi, entreprises, bureaux d'études, etc., maîtres d'ouvrage, qui sont des gens compétents, qui sont des gens qui ont fait un effort de formation, de recherche, de compréhension, mais que si demain il y a des textes, règles professionnelles, DTU, etc., ça va poser un énorme problème pour la généralisation à l'égard de tout le public de la construction. Et entre autres, la question de techniques courantes et l'adaptation, l'adoption plutôt systématique de garanties décennales auprès des entreprises qui viennent d'adhérer à un programme ou qui viennent de faire une formation, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine maintenant. Donc il faut imaginer que si on se lance dans toutes ces histoires de réglementation, il faut le prévoir à 5 ans ou à 10 ans, il faut le prévoir avec un maximum d'avis de plus de monde possible, surtout que l'essentiel des bataillons, des maçons, des archis et des bureaux d'études qui seront invités à prendre des assurances, pour l'instant, nous sont inconnus et on ne sait absolument pas dans quelle culture, puisque ce matin, un de vos collègues a parlé de culture, on ne sait pas dans quelle culture ils sont, et donc ça ne va pas être tout à fait simple. Il ne faut pas laisser croire, il ne faut pas faire une fausse promesse, en quelque sorte, au métier, en disant, une fois qu'on aura des règles professionnelles, ou une fois qu'on aura des DTU, ça va rouler comme sur des roulettes. Pas du tout. Ça sera au moins aussi difficile que ça l'est aujourd'hui. Ok, on a 3 interventions derrière. Alors, je vais juste en tout cas, on est au niveau d'Aster, on est d'accord sur cette clarification du langage. C'est l'argile qui nous lie, hein, c'est le slogan d'Aster qui nous a été proposé par Luc, notre ancien président. Et effectivement, on est tous d'accord là-dessus. Il y a une intervention là-bas à côté, ensuite ici, s'il vous plaît. Alors, je vais juste répondre à Alain sur le que dans la norme XP actuelle, en fait, on a conservé le paragraphe d'origine qui spécifie bien que la terre doit avoir une cohésion sans rien du tout. C'est-à-dire que l'argile doit servir de liant de base. Donc ce paragraphe-là, il figure bien comme quoi la terre doit avoir une certaine cohésion sans rien et que c'est l'argile qui fait le lien, quoi. Mais effectivement, où il faudrait peut-être préciser, c'est à partir de quand on garde ou on perd cette cohésion, si la quantité d'argile est fine ou pas, enfin s'il y a beaucoup ou pas d'argile. Mais cette phrase-là du début, qui existe déjà dans la norme de 2001, a été conservée, quoi.
Et l'autre point, effectivement, on le voit bien que ce soit au niveau du lexique ou des débats, il faut bien clarifier qu'est-ce qu'est une BTC, BTCS, etc. Dans la XP actuelle, en fait, le fabricant doit bien déclarer ce qu'il y a dedans. Hein. Là-dessus, c'est très très clair. On doit déclarer tout ce qu'il y a dans la brique, quoi. Donc après, c'est au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre, de choisir son matériel en disant bah, donnez-moi la fiche d'identité de votre produit, qu'est-ce qu'il a fait comme essai, donnez-moi la classification, puis c'est à eux de choisir, maintenant votre brique elle est stabilisée au géopolymère ou autre chose, ou fibre de pétrole, etc. Je ne prends pas ce produit-là. En tout cas, dans la norme, effectivement, même si le débat peut continuer, le fabricant doit spécifier qu'est-ce qu'il y a dedans. En fait, on ne peut pas juste dire bah, c'est une brique, on respecte la XP, et on ne répond pas, par exemple, le point désignation et description, bah, ça on n'a pas répondu parce qu'on ne veut pas vous dire ce qu'il y a dedans. Non, ça, il n'y a pas le droit. Il se doit, dans sa fiche, de déclarer tout ce qu'il y a dedans. Je peux poser ma question ? Oui. Ben, je voulais répondre peut-être à la deuxième remarque de Alain. Parce que je ne suis pas vraiment d'accord avec cette approche qui est de dire on ne va pas vers une technique courante. Si on veut massifier, on entend ce matin que c'est de l'industrialisation. C'est un peu c'est la seule solution qu'on nous envoie. Et donc, l'industrialisation, elle va avec la question de latex, elle va avec la question du brevet, parce qu'en fait, les personnes qui actuellement travaillent dessus, et il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, mais c'est un fonctionnement. Ils investissent énormément pour ensuite pouvoir vendre des briques de façon courante. Pas vouloir aller sur la question de la technique courante, ça n'a pas été tout le temps le cas je pense notamment aux règles professionnelles d'enduit sur support en terre crue. Je pense que c'est une vraie avancée de s'être battu pour pouvoir mettre ce genre d'enduit sur du support en terre crue et de bannir le ciment des enduits sur du pisé. Je pense que les bagarres qu'il peut y avoir sur la norme, les bagarres qu'on peut avoir nous au niveau du calcul et sur ces questions donc, fuir la technique courante, je sais que c'est une grosse peur de la part des historiques de la Terre de se dire tout le monde va venir faire un peu n'importe quoi ou on va nous piquer nos savoir-faire. Je le comprends tout à fait, mais je pense qu'en effet, on est une génération où on voit une certaine urgence à agir. Et si on ne propose pas d'alternative à de l'industrialisation et à quelque chose qui est très rassurant sur le papier, et je ne dis pas qu'il faut en 2 ans pondre une règle professionnelle, mais je donnerai un autre exemple de règle professionnelle sur la construction en pierre sèche. C'est des choses qui avancent là-dessus. Je me souviens encore d'avoir participé à ASNI en 2005, où la terre crue, tout le monde parlait de la terre crue, on ne parlait pas encore de la paille, on parlait à peine de la pierre sèche. C'est des techniques qui sont passées devant la terre crue, et je ne pense pas qu'elles soient plus légitimes. Moi, je pense qu'il faut aller faire la norme. Il faut la faire avec une certaine idée. Et je prends un dernier exemple là on travaille aussi sur des chapiteaux, des tentes, des structures. La personne qui a fait les CTS qui datent des années 80, c'est le CTS 52 sur lequel on se base nous pour justifier. On a encore justifié des gros ouvrages en bois pour une fête techno la semaine dernière. C'est quelqu'un c'est un circassien, c'est des gens issus du cirque et des gens du voyage qui sont allés pondre une norme dans les années 80. Parce que c'était des monteurs de chapiteaux, des loueurs de chapiteaux. Et la norme, elle est extrêmement simple. Elle est à la fois très claire sur les... Et je pense qu'arriver à faire une norme qui soit claire et qui soit assez simple, c'est ce qui permettra de proposer une autre voie que l'industrialisation, qui est très rassurante, mais qui, pour moi, n'est pas la solution. Merci. Oui, bonjour. Je suis Gaëlle Faguet, architecte, doctorante, et je m'intéresse à la filière du BTC à Mayotte, justement. Donc j'ai plusieurs questions pour Pascal Maillard. En effet, la construction de BTC à Mayotte est souvent montrée comme un exemple par rapport au retour d'expérience que l'on fait aujourd'hui. Et vous disiez, donc vous avez évoqué le fait que la norme NXP 13901 s'est perdue à Mayotte. Donc pour quelles raisons ? Et également, quel a été l'impact, selon vous, de l'arrivée de la norme en 2001 sur le développement de cette filière ? Parce qu'on sait qu'en fait, la majorité vous avez parlé de 18 000 logements qui ont été livrés en BTC à Mayotte, et on sait que la majorité ont en fait été livrés avant 2001. Donc je voulais savoir si justement, est-ce que la norme n'a pas été à l'origine de l'invalidation de la filière à Mayotte à cette période. Et je voulais connaître également, avoir votre avis sur l'intérêt de la révision de cette norme aujourd'hui, dans le cadre notamment de la relance de la filière, suite aussi à la validation de la TEXEA en 2018 et la validation prochaine des règles professionnelles. Et également l'intérêt de stabiliser le BTC à Mayotte particulièrement. Merci. Alors je ne vais pas répondre à tout, parce que je ne suis pas un expert de mahorais, quoi.
Mais déjà, effectivement, les 18 000 logements existaient déjà dès... En fait, ça a commencé à se développer dès les années 80. Hein, et le pic de la construction en terre crue BTC s'est fait à partir des années 90. Quoi. La norme, en fait, elle est arrivée là parce qu'effectivement, derrière, l'État a dit vous ne pouvez pas construire n'importe comment, vous allez rentrer en département d'outre-mer. Donc, je crois que c'est 2009 qu'ils sont rentrés en département officiellement, en département d'outre-mer, en Drôme. Et donc, la norme est sortie avant, quoi. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle de ça, le savoir-faire, en fait, c'est un petit peu perdu. Hein, c'est un petit peu comme à la terre crue, où on a perdu beaucoup de savoir-faire après la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Et bien, à Mayotte, ils ont perdu un petit peu de savoir-faire aussi au fur et à mesure des années. Les briqueteries, en fait, ont commencé à faire des briques qui pouvaient faire du porteur, et du porteur, on est passé finalement à du remplissage, quoi. Donc après, effectivement, là, les règles pro, en fait, les règles pro, elles vont sortir officiellement sous peu. Hein, donc ils ont encore quelques petites coquilles à vérifier avec la QC, mais elles devraient sortir sous peu, quoi. Après, le devenir de Mayotte, en fait, c'est un petit peu à l'échelle de la France, mais en tout petit, c'est qu'il faut restructurer la filière. Hein, donc il n'y a pas encore... Il n'y a pas de briqueterie qui est capable de suivre une production propre et produire beaucoup, en fait. Donc il y a aussi un travail de formation locale aussi à avoir et de développement, quoi. Mais après, on a des vraies demandes. Hein. Moi, j'ai reçu, ça fait en un mois, là, j'ai reçu des demandes, 4 demandes de Martinique. Donc en fait, on voit que ça va bouger un petit peu dans tous les dom-toms. Donc la Guyane aussi travaille. Il y a une briqueterie qui est en Guyane, qui est la brique de Guyane, et voilà, il y a des chantiers qui se poursuivent. Mais on voit bien que même dans les dom-toms, ça va se poursuivre. La difficulté, c'est le contexte je dirais climatique, hein, qui n'est pas du tout le même, hein, parce que par exemple en Martinique, c'est cyclonique et sismique. Donc il y a d'autres difficultés et d'autres barrières à vaincre. Mais en tout cas, on voit bien que dans les dom-toms, ça grossit. Effectivement, la difficulté qu'on peut recevoir à Mayotte ou ailleurs, c'est comment on fait pour construire local sans importer du ciment ou du bois, quoi. J'ai une question qui va dans le même sens. En fait, je crois que je vous ai vu dans la maison de l'architecture il y a quelques années, au moment où vous étiez... Je crois que je vous avais vu il y a quelques années à la maison de l'architecture à Gare de l'Est, justement pour présenter Mayotte, la terre à Mayotte et tout ça. Et dans mes fonctions précédentes, en fait, du coup, on avait candidaté pour un projet à Mayotte qu'on a gagné. Et j'ai vraiment cru qu'il y avait une filière terre à Mayotte. Donc, je suis partie la fleur au fusil à Mayotte. J'ai quadrillé toute l'île. J'ai rien trouvé. J'ai trouvé un artiste. Il disait qu'il avait une ancienne briqueterie. Il lui restait deux petits éléments où il pouvait mouler une brique. Enfin, 2 briques, du coup. Et sur toute l'île, quoi. Enfin, il n'y avait juste rien du tout, en fait. Et du coup, on s'est retrouvé un peu con parce qu'on avait, en plus, on avait gagné le projet. On sait qu'il y a d'autres. Je pense qu'il y a une vraie demande parce qu'on est plusieurs architectes à avoir gagné des lycées et des collèges à Mayotte et peut-être dans cet espoir-là. Mais c'est vrai que sur l'île en soi, il n'y a plus rien du tout, en fait. Et on nous a fait, les personnes que j'ai pu rencontrer, d'ailleurs grâce à Andreas qui à l'époque était je crois encore au Maroc, je lui avais demandé tu connais pas les gens sur Mayotte, parce que moi je pensais qu'il y avait une énorme filiale, quoi, quand j'y suis allée. Ils m'ont dit qu'en fait c'était un matériau qui avait été introduit par la suite. Alors en effet, il y a peut-être eu 13 000 logements qui ont été faits, mais ça a été fait, c'est pas ancestral, c'est pas un savoir-faire ancestral. Et surtout, ce qui m'a quand même choqué, c'est qu'ils m'ont dit la terre qu'on a à Mayotte n'est pas du tout argileuse ou n'est pas du tout appropriée pour ça. Et donc ça va un petit peu à l'encontre de ce que vous avez dit tout à l'heure en disant oui, il faut. Je comprends pas qu'on appelle ça la norme de Mayotte si Mayotte n'est pas finalement une référence. Est-ce qu'on se fait pas du mal là je sais pas. J'ai pas très bien compris la référence avec Mayotte, en fait. Après, en fait, c'est juste que cette norme-là, en fait, est sortie spécifiquement à l'époque pour Mayotte, quoi. Mais comment... Et en fait, c'est juste un surnom qu'on lui a prêté parce qu'effectivement, il n'y a que eux qui l'utilisaient, quoi. Après, je sais pas s'il y a quelqu'un qui est mahorais ici qui pourrait peut-être plus répondre. Mais après, il y a Arter, effectivement, l'association Arter Mayotte a sorti un livre il y a peu de temps. Oui. Bon, on va essayer de passer à autre chose que Mayotte. Qui souhaite intervenir ? Moi, je souhaitais intervenir
encore un petit peu par rapport à ce qu'a dit Alain Marcom tout à l'heure, et ça va peut-être un peu dans le même sens. Donc pour la première partie, on est entièrement d'accord. On veut tous, enfin je pense qu'on est très nombreux à vouloir au moins qu'on appelle un chat un chat. Donc stabilisation, il faut mettre le S. Basta. Voilà. Ça, on est tous d'accord. Sur le deuxième point, je ne suis absolument pas d'accord. Et là, je m'excuse, je vais reprendre l'exemple de l'Allemagne. Ça fait 20 ans qu'il y a des règles professionnelles en Allemagne. Ça fait une dizaine d'années à peu près qu'il y a des normes. Et il n'y a pas plein de problèmes sur les chantiers. Je dirais même le contraire. Et les règles professionnelles et la norme sont très claires. Ça ne concerne pas la terre stabilisée. Donc, je pense que voilà, cet exemple-là montre qu'on peut le faire. Voilà. Merci. Dirk. Dirk Eberhardt. Alors, je voulais dire un peu la même chose parce que je suis allemand aussi et on a tous les deux participé au comité quand ils ont mis en place les normes DIN en Allemagne. Et c'est vraiment important de comprendre le fonctionnement parce que les règles pro, c'est pour l'artisan, pour transformer la terre sur chantier. Et les normes, c'est pour l'industriel qui doit garantir son produit. Du coup, c'est vraiment deux démarches complètement différentes. Et c'est justement ça qui est adapté à qu'est-ce qu'on veut, que c'est l'artisan avec son savoir-faire qui transforme la terre locale. Et pour ça, il faut des règles pro et pas de normes. Et pour le professionnel qui a une chaîne industrielle, il doit prendre la responsabilité pour son produit. Et pour ça, il est soumis aux normes, aux avis techniques ou tout ce qu'il choisit. Merci pour cette clarification. Quelqu'un souhaite intervenir parmi vous? Juste pour compléter, en fait, sur les normes allemandes, en fait, là, ils travaillent sur normes pour les briques pour un système porteur, quoi. Donc leur norme évolue encore et une prochaine norme sortira. Alors je ne sais pas quand, je crois que c'est Benjamin Nas qui pourra en parler peut-être un peu plus, vu qu'il était en contact avec Christophe Zegert, mais effectivement, ils travaillent actuellement sur une norme pour faire du porteur, quoi. Voilà, il nous reste 2-3 minutes pour plutôt deux questions. Andreas qui a une question. Oui. Moi j'aimerais bien, là c'est vraiment une question. Est-ce que justement l'existence de la norme qui est sortie il y a quelques mois ne fait pas qu'on n'a plus besoin de faire tout le temps des ATEX et des ATEX. Moi, mon expérience personnelle en tant que bureau d'études terre, c'est qu'en face des bureaux de contrôle, jusqu'à peu, j'ai dit, écoutez, il y a la norme allemande, parce qu'en Europe, une norme d'un autre pays peut être utilisée, ça c'est une règle européenne, et depuis peu, je dis, il y a la norme française qui est sortie. On peut discuter de l'appellation, tout ça, mais la norme est là. Il y a les normes d'essai. La briqueterie d'Allonne va faire les tests avec le CTMNC et on va utiliser ces briques sur du R+5 en extérieur protégé. Donc, ça fait classe 3, je ne sais plus combien. Bon, bref. Et le bureau de contrôle ne me demande aucune ATEX et rien du tout. On applique le DTU 20.1 par analogie et on arrive des fois à dire mais non, sur ce point-là, on le fait un peu différemment parce que, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de pluie dessus ou je ne sais pas. Et moi, pour le moment, ça fait 2-3 chantiers recevant du public ou machin, ou tout ce que vous voulez, jusqu'à du R+5. Le bureau de contrôle accepte ma position. On ne fait pas d'ATEX. Donc, est-ce qu'on a besoin encore de faire des ATEX alors qu'on a la norme? Une dernière intervention ou question? C'était une question. Juste pour repréciser, donc c'est en fait la norme XPP, elle caractérise le matériau. Alors c'est vrai que les ATEX, en fait, on va parler aussi de la mise en œuvre, de la façon dont le matériau peut être mis en œuvre. Et c'est vrai que donc vous avez essayé d'amorcer en fait avec justement cette histoire de classification, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, qui correspond à différents usages. Et c'est vrai que nous on voit dans la pratique, dans les dialogues qu'on a pu avoir avec le CSTB, ils ont beaucoup de mal à. En fait, cette partie-là de la norme leur pose beaucoup de problèmes parce qu'ils considèrent que justement ça n'a pas sa place dans une norme produit, parce que normalement la norme produit est là pour caractériser le matériau, mais
ne rentrent pas dans la question de comment est-ce qu'on les met en œuvre, et c'est là où en fait, alors que dans les ATEX, effectivement, on va parler de cette mise en œuvre. Voilà, c'est une différence. Mais sinon, le CSTB devrait dire on peut utiliser du placo à l'extérieur. Non, le placo, il est utilisé pour l'intérieur. C'est dans leurs normes aussi, certainement. Je ne les connais pas, mais je m'en fous. Mais donc, l'utilisation d'une brique de terre crue à l'intérieur, à l'extérieur protégé ou vraiment à l'extérieur, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout le même besoin. Donc, enfin, bon. Par contre, la question aussi sur le DTU 20.1, moi, jusqu'à maintenant, ça a toujours très bien fonctionné par rapport au bureau de contrôle, par rapport à tout le monde. Donc, je ne sais pas, est-ce que d'autres ont d'autres expériences? Nous, en fait, ça dépend des points. En fait, on l'utilise, par exemple, dans le travail qu'on a fait avec le CSTB, on s'est pas mal appuyé sur ce document-là aussi. Et selon les points, selon les usages, c'était plus ou moins accepté. Donc, c'était vraiment dû au cas par cas des paragraphes du DTU qui étaient discutés. On peut rentrer dans le détail, mais peut-être... Non, moi, juste rappeler qu'on n'est pas obligé de suivre une norme. Vous pouvez construire un R+5 avec des bouteilles d'eau, si vous avez envie. Après, il va falloir que vous trouviez un assureur. Parce que la seule règle, une règle, c'est obligatoire. Une norme, ça ne l'est pas. Une réglementation, et la réglementation à laquelle on est soumis, c'est la loi Spinetta de 78. C'est la responsabilité décennale pendant 10 ans pour tous les constructeurs et l'obligation de s'assurer, ainsi que l'obligation pour le maître d'ouvrage de s'assurer un dommage ouvrage. Ça, c'est la loi, comme une loi sur la thermique, sur le parasismique ou des choses comme ça. Vous n'êtes pas obligé de respecter une norme. Après, il faut trouver un assureur. La problématique, elle est plutôt côté assureurs qui ont défini cette notion de technique courante. Et cette notion de technique courante, elle se raccroche à des normes, à des DTU, ou à ce qu'on a des règles professionnelles ou à des ATEX. Donc par extension, dès que ça sort un peu, dès qu'on n'a pas de normes ou que ça sort un peu du cadre, on a ce réflexe d'aller vers les ATEX, mais c'est pas une obligation en fait. C'est pas une obligation, et les projets que vous voyez là-dessus, il faut aller chercher, il faut aller voir votre assureur en fait. Il faut faire voilà. Donc je pense que c'est une vraie. On n'est pas obligé de construire selon la norme, mais ça reste compliqué en France. Bien, merci beaucoup. On se retrouve à la saison 9, c'est ça? Pour reparler de tout ça. Merci pour votre disponibilité. Voilà, un sujet passionnant, je ne sais pas trop, mais en tout cas très intéressant parce que j'ai appris moi des choses. Là, c'est la pause pour une demi-heure jusqu'à 5h moins le quart pour la dernière série de conférences. 5h moins le quart, 16h45.